Donc, Nicolas Notin, chef de projet à la direction de la santé publique de la RS Île-de-France, va animer cette seconde table ronde qui donne la parole aux aménageurs. C'est à toi, Nicolas. Oui, merci à tous. Alors, après avoir écouté donc, des élus et services techniques de collectivité, on a décidé de réatterrir un peu sur le volet aménagement et urbanisme opérationnel. Donc, sur cette deuxième table ronde, on va donner la parole à 4 grands acteurs de l'aménagement, aménagement privé, aménagement public, avec différents, on va dire, niveaux d'acculturation et différents de connaissances sur le sujet, mais avec une prise en compte progressive au sein de ces différentes institutions. Alors Alban ou Alexandra, est-ce qu'on pourrait faire circuler les slides? Voilà. Donc, on va donner la parole successivement à Elsa Favreau, responsable de projet urbain chez Bouygues Construction, Philippe Hermé, directeur opérationnel du secteur Val-de-Marne chez l'établissement Engagement et Marne, Jean-Luc Porcedo, président de Ville et Projets, donc filiale développement urbain du groupe Next City. Et enfin, pour Grand Paris Aménagement, Anna Pérou, déléguée à l'innovation. Alors, deux séquences. Sur la première séquence, avec une prise de parole successive des intervenants, on va plus revenir sur les faits marquants, la prise de conscience sur ces enjeux d'urbanisme et santé au sein des différentes institutions et peut-être aussi les défis à surmonter ou ce que ça a pu interroger en termes de pratiques professionnelles, comment le sujet a été amené. Et sur la seconde séquence, on va plus revenir sur des retours d'expérience, alors de projets urbains, sur des zones d'aménagement concertées ou autres, mais également les ambitions pour l'avenir de ces différents aménageurs, la manière dont ils souhaitent essaimer et porter ce sujet-là. Donc, sur la première séquence, vraiment sur la genèse de la prise en compte de ces thématiques, je vais donner la parole à Elsa Favreau de Bouygues Construction pour nous parler un peu de comment le sujet a irrigué progressivement au sein de son institution. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation à cette table ronde et pour les échanges qui se sont déroulés jusqu'à présent, donc qui sont très, très intéressants. Alors peut-être juste 2 mots en préambule sur Bouygues Construction pour vous présenter un peu qui on est. Donc nous sommes un acteur global de la construction qui conçoit, construit, exploite des projets dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l'industrie. Et petite précision également sur ma fonction, parce qu'il y avait une petite coquille sur la slide précédente. Donc moi, je suis chef de projet prospective donc à la direction innovation, développement durable et transformation numérique. Voilà. Est-ce que c'est possible d'avoir le slide suivant, s'il vous plaît? Merci. Donc pour nous, c'est en fait la conjonction de plusieurs éléments qui ont fait office de point de bascule sur l'intégration, la prise en compte de cette thématique de la santé et du bien-être. Donc on pourrait résumer en le premier, c'est celui des usages. Donc on a un souci croissant de prendre en compte les besoins et les attentes des usagers finaux de nos projets, de mieux les connaître. Ce qui nous a d'ailleurs conduit en interne à créer un observatoire des usages. Et la santé ressort comme une des préoccupations majeures, quel que soit le segment qu'on regarde. C'est même la préoccupation première des populations. Ensuite, il y a un certain nombre de tendances en matière de santé publique qu'on a tous en tête et qui ont déjà été largement évoquées précédemment. Donc un double mouvement de résurgence d'épidémies infectieuses et un développement exponentiel des maladies chroniques. Donc on estime aujourd'hui qu'environ 35% de la population française est concernée par ce type de maladie, avec des facteurs de risque qui persistent, qui sont à la fois liés au mode de vie, une mauvaise alimentation par exemple, sédentarité ou aux conséquences des activités humaines. On peut penser à la pollution de l'air, sans compter tous les impacts qui sont liés au changement climatique, avec la multiplication ces dernières années d'épisodes caniculaires, par exemple. Et donc, en conséquence, une espérance de vie en bonne santé qui tend à stagner ces derniers temps. Ensuite, le constat d'un certain nombre de défis qui restent à relever, qui ont déjà été largement évoqués,
donc celui des inégalités sociales de santé. Donc aujourd'hui, il y a 13 ans d'espérance de vie qui sépare les 5% d'hommes les plus riches des 5 plus pauvres en France, donc un chiffre qui est très, très conséquent. Et puis une approche qui est encore très, très curative, une approche curative très prépondérante, ça a été évoqué aussi, avec donc une approche préventive un peu moins développée. Et enfin, un certain nombre de pratiques de santé qui questionnent, avec des effets, par exemple, de renoncement aux soins qui progressent au niveau de la population pour des raisons soit financières, soit d'accessibilité aux soins. Et puis, dernier élément, c'est aussi la prise de conscience qu'on doit agir en tant qu'acteur de la fabrique urbaine, puisque le phénomène de concentration urbaine peut alimenter la vulnérabilité des populations à toutes sortes de pathologies. On pense par exemple à l'exposition continue aux pollutions, à l'isolement, qui peuvent être des facteurs aggravants. Et puis également le fait que finalement, nombre de déterminants de santé ont une assise territoriale. Donc la qualité de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange, les interactions sociales que l'on peut vivre, le bruit auquel on est exposé, les possibilités qu'on va avoir d'exercer une activité physique ou d'être en contact avec la nature. Tout ça a un impact sur notre santé et donc la façon dont on conçoit nos cadres de vie a un rôle à jouer. Alors, merci. Donc en s'appuyant sur ces différents signaux, on s'est doublement saisi de cette thématique en interne, donc à la fois en l'intégrant sur le terrain, en la prenant en compte dans les projets, donc notamment par le biais de notre filiale de développement immobilier Link City. Donc là, j'ai mis quelques exemples de projets qui se sont saisis de cette thématique. Le projet de la chocolaterie à Noisiel en Seine-et-Marne, qui est engagé dans une démarche d'urbanisme favorable à la santé et qui a également engagé un protocole de recherche en santé mentale. Et puis le projet d'îlot santé bien-être Eureka Confluence à Lyon Confluence, que j'aurai l'occasion de développer largement tout à l'heure. Voilà, donc en parallèle, on a décidé de lancer une démarche prospective, donc de grande ampleur sur le sujet. Donc on mène ce type d'exploration sur différentes thématiques, sur des temps assez longs, hein, plusieurs mois. Et donc l'objectif, c'est d'investiguer vraiment les grandes tendances, comprendre les enjeux et co-construire ici une vision de ce qu'on pourrait qualifier de cadre de vie bon pour la santé. Donc cette démarche, elle est passée par la réalisation d'un état de l'art, assez classique, hein, avec de la veille, lecture de littérature scientifique, interviews d'experts, recensement d'initiatives inspirantes, et puis une phase d'exploration des enjeux et de co-construction de la vision avec tout un écosystème d'acteurs qu'on a essayé de fédérer autour de cette question. Donc les résultats de ces travaux ont fait l'objet d'une publication, dont vous voyez la couverture donc sur le slide, qui essaye à la fois de remettre un peu en perspective le sujet, d'avoir une compréhension des grands enjeux, des tendances, et puis une vision un peu plus pragmatique de comment nous, on peut faire atterrir cette notion dans nos projets sur le terrain, avec aussi un certain nombre de références internes qui montrent comment on se saisit du sujet et comment on le fait vivre de façon très, très opérationnelle. On peut passer à la slide suivante, merci. D'ailleurs, dans le chat, on donnera le lien, voilà. Oui, merci. Ok. Et d'ailleurs, je pense que vous enverrez les slides par la suite. L'image est cliquable, donc vous pourrez aussi le télécharger par ce biais-là, si besoin. Donc là, voilà, un peu quelques visuels de ce qu'ont pu donner les ateliers qu'on a réalisés. Donc juste pour vous dire qu'on a réuni du coup une grande diversité d'acteurs, hein, que ce soit des architectes, urbanistes, sociologues, collectivités, groupes mutualistes, épidémiologistes, psychologues, pharmaciens, ou des porteurs de solutions dans différents champs, hein, que ce soit le sport, l'alimentation, la mobilité, les services et espaces médicaux. Voilà, donc ensuite, en préparation de la table ronde, on avait posé la question de quels étaient pour nous les défis
et des difficultés que poserait pour le groupe et les collaborateurs. Donc, la santé n'est pas un sujet nouveau pour Bouygues Construction, dans le sens où on est historiquement très présent sur le segment à travers la conception, construction et puis des services en maintenance et exploitation d'établissements de santé, que ce soit des établissements hospitaliers ou du champ du médico-social. Mais aujourd'hui, la prise en compte de tous les signaux qu'on a évoqués juste avant nous oblige à adopter une approche beaucoup plus systémique du sujet, donc à l'ouvrir à d'autres champs, et notamment celui de l'aménagement, mais aussi à de nouveaux concepts. Donc, par exemple, récemment, on a signé une opération pour un hôtel hospitalier à Amiens, donc qui est situé juste à côté du centre hospitalier d'Amiens et qui a vocation à répondre aux problématiques d'hébergement temporaire dans le secteur de la santé. Donc tout ça nécessite forcément une acculturation et une formation en interne de tous nos collaborateurs pour que l'approche se diffuse. Donc c'était une des missions de la démarche prospective qu'on a menée. C'était un des objectifs de cette démarche. Donc on a largement impliqué les collaborateurs, donc que ce soit lors de la participation aux ateliers pendant la démarche elle-même, et puis en aval en partageant un certain nombre de publications à travers des événements de restitution, donc qui sont ouverts à l'interne mais aussi à l'externe. Et puis a posteriori, toute une phase de déploiement où, à la demande des différentes entités de Bouygues Construction, on peut organiser des ateliers d'acculturation avec des équipes, des événements de partage avec des clients, ou faire de l'accompagnement de projet pour voir comment intégrer toutes les bonnes pratiques qu'on a identifiées sur le terrain. Le dernier point, et après j'en aurai terminé, donc tout ça, je pense qu'un des défis également, ça va être sur la question des acteurs, comment on peut arriver à se coordonner avec les différents acteurs, que ce soit de la fabrique urbaine, du monde médical, du monde médico-social ou d'autres secteurs comme l'alimentation, le sport, etc., pour partager une ambition commune. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire un peu à notre échelle dans le cadre de notre démarche et qu'on essaye de poursuivre. Voilà, d'où notre participation aussi à cette conférence aujourd'hui. Et puis, toujours sur cette question des acteurs, un autre point qui est important pour nous, c'est celui des partenaires, un point qui est même primordial, puisque la santé n'est pas forcément notre métier premier, enfin, même pas notre métier premier, n'a pas vocation à l'être. Donc, pour nous, c'est absolument nécessaire de s'entourer des bons acteurs et de jouer un rôle d'animateur d'écosystème pour apporter des solutions pertinentes sur le terrain. Oui, ben ça c'est d'ailleurs un élément qui ressort assez bien dans votre carnet de tendances, justement cette espèce de partenariat et ce que vous avez réussi à mettre en place à une échelle très locale sur l'îlot santé et bien-être que vous allez pouvoir présenter la deuxième séquence. Je vous remercie Elsa Favreau et je vais donner la parole à Philippe Hermé, donc directeur opérationnel du secteur Val-de-Marne pour les PAMarn. Donc Philippe, voilà, si vous pouvez revenir sur la genèse de la prise en compte de ces enjeux de santé au sein de l'EPAMarn. Bonjour à tous. Alors avant d'être aussi directeur opérationnel, j'étais aussi directeur de la stratégie, ce qui explique aussi ma sensibilité au sujet. Moi, je retiendrai, il y a 3 dates importantes pour EPAMarn dans l'approche de cette démarche santé. Je rappelle juste EPAMarn, aujourd'hui, on est évidemment l'aménageur historique de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, mais pas que. Aujourd'hui, on a fortement élargi notre périmètre d'intervention et nos modes de travail. Donc, on n'est plus dans une logique de ville nouvelle, mais dans une logique d'aménagement francilien. Voilà, on travaille aujourd'hui sur 44 communes et un équivalent de 500 000 habitants. Donc voilà, pour donner quelques chiffres. Les 3 dates importantes pour nous, pour résumer les choses, je pense qu'on est parti d'une situation très locale pour essayer après d'élargir notre démarche. La première date importante, c'est aux alentours de 2015, 2015-2017. C'est l'approche par les écoquartiers, les 2 écoquartiers, Montévrain, Bussy-Saint-Georges, sur lequel on a été amené à travailler en conception et en réalisation.
avec l'émergence de cette thématique qui, je dirais presque, était un peu technicienne, c'est-à-dire une approche qui s'est faite beaucoup par le bâtiment, le choix délibéré des PAMARN d'opter pour les écomatériaux et particulièrement la construction bois, qui nous a fortement, dans un premier temps, interpellé sur cette question de la santé, on va dire, dans le logement et la qualité environnementale. Et puis une deuxième dimension qui était liée peut-être au contexte spécifique de Marne-la-Vallée, qui est celle du développement de l'agriculture urbaine. On est à la limite entre la zone centrale très urbanisée et la zone périurbaine. Et donc, ces sujets-là de santé, voilà, sont passés par, on va dire, plutôt des logiques d'aménagement et d'environnement autour des îlots de chaleur, les cœurs agro-urbains et la qualité d'environnement. Ce sujet-là, il a pris une autre dimension à partir de 2017 lorsque on s'est aussi préoccupé de venir aménager des secteurs plus anciens de la ville nouvelle, mais qui étaient un petit peu en jachère et qui, eux, étaient plus marqués par la question des nuisances de ces infrastructures. Pour être très simple, à Bussy-Saint-Georges ou à Champs-sur-Marne, on a commencé à travailler sur comment urbanise-t-on au bord de l'autoroute A4, comment est-ce qu'on structure une entrée à Bussy-Saint-Georges à côté d'une sortie directe de l'autoroute, qui est aussi une entrée de ville. On s'était bien gardé pendant 40 ans de toucher à ce secteur-là, mais voilà, l'urbanisation aboutissait à partir de cette date à devoir construire à cet endroit-là, et ce sujet-là a émergé très fortement sous l'angle de la qualité de l'air, les nuisances sonores et l'ambiance que l'on voulait donner à des nouveaux quartiers. Donc, pour être un peu plus méthodologique que ce qu'on avait fait précédemment, on a commencé effectivement, avec le soutien très fort de l'ARS et de nombreux professionnels de santé, à mener des études en parallèle ou préalable, on va dire même les deux en même temps, à nos projets d'aménagement. C'est-à-dire, on a en quelque sorte constitué un cahier des charges santé et bien-être avant de lancer les études de maîtrise d'œuvre urbaine. Donc, on a intégré cette dimension, ce qu'on ne faisait pas précédemment, hein. On a intégré fortement cette dimension dès la problématique de la conception urbaine. Et la troisième date que je reviendrai, hein, c'est en 2019. C'est sans doute la date la plus importante pour nous. C'est que ce sujet d'aménagement et santé est passé, on va dire, un peu de l'expérimental et du test en matière de méthodologie sur 2 ou 3 projets. Elle est devenue un axe stratégique du projet stratégique opérationnel des établissements publics. Donc, le PSO, c'est un document contractuel, on va dire. C'est un document validé par les conseils d'administration des PAMARN et des PA-France. Et c'est la feuille de route des 5 prochaines années, et en fait des 10 et 15 prochaines années, pour l'aménagement de l'ensemble du périmètre de Marne-la-Vallée au sens très large du terme. Et donc, ce défi de santé, il est apparu très clairement, cette fois, par le biais à la fois des élus, des habitants et des techniciens. C'est-à-dire que pour fabriquer ce PSO, avant de le valider, on a lancé un grand travail de concertation, d'ateliers, de réflexion, dans lequel sont intervenus énormément à la fois de gens de terrain et de gens plus extérieurs. Et ce sujet de la santé, il a explosé, on va dire, comme un des axes majeurs de la réflexion, avec trois thématiques très fortes. La question effectivement de ce rôle essentiel dans l'aménagement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut concevoir des espaces extérieurs, publics et privés, qui sont favorables à la santé. Et peut-être qu'on n'en avait pas conscience, mais chez les habitants, c'est devenu un sujet majeur. Tout le monde dit la ville nouvelle, elle est bien,
Mais si elle ne se soucie pas de santé, elle n'est pas durable. Le deuxième sujet qui est émergé aussi de plus par les élus, c'est la question de l'accès aux soins et l'accompagnement du vieillissement. L'accès que certains intervenants en ont parlé, on est dans une phase de vieillissement et de changement de génération chez les médecins et des territoires comme Marne-la-Vallée qui ont tous été construits de façon massive dans les années 70-80 connaissent ce phénomène avec le paradoxe d'avoir une croissance de population et en même temps des déserts médicaux qui se sont peu à peu créés ou qui sont en train de se créer et qui nécessitent de repenser complètement le maillage de l'implantation des établissements de santé sur le territoire. Et puis un deuxième sujet aussi qui est très propre à la ville nouvelle, mais qu'on peut élargir à toute l'Île-de-France, qui est celui du vieillissement. Tout le monde est arrivé à Marne-la-Vallée à peu près avec le même âge, la même structure socio-démographique, et tout le monde vieillit. Et la ville nouvelle n'a absolument pas été pensée pour les personnes âgées et encore moins pour les personnes dépendantes. On était dans le système du tout voiture, de la division de l'espace. Voilà, il faut tout le temps se déplacer pour travailler, se nourrir, ses loisirs et habiter. Donc une dimension importante aussi qui a été intégrée dans notre PSO. Et puis la troisième dimension, c'est celle des activités physiques et de l'alimentation, donc effectivement, qui est remontée très fortement. Ce sont des grands déterminants de santé. Qui nous a beaucoup interpellés, évidemment, à tel point qu'aujourd'hui, c'est un engagement très fort des PAMAN. Je prends juste un exemple en matière d'alimentation, par exemple. On a signé hier avec un agriculteur un bail environnemental, provoquant la transformation de 55 hectares de terrain dans propriété des Pamarnes en agriculture bio. Donc c'est une conversion d'agriculture existante, voilà, mais qui répond complètement à ces objectifs du plan stratégique opérationnel et qui était très attendu à la fois par les élus et par les habitants. Voilà. Après, je vais rebondir sur votre propos. C'est vrai que c'est assez, pour nous, c'est assez important parce que dans notre plan régional de santé, qui est aussi la feuille de route de l'ARS sur les 5 années de 2018-2022, on a inscrit cette dimension urbanisme et santé et de voir un aménageur écrire dans son projet stratégique opérationnel cette dimension, c'est quelque chose de très, très engageant. Et j'ai profité dans le chat de pouvoir rajouter le lien sur ce défi santé et la manière dont vous l'avez décliné. Il y a des documents assez pédagogiques, des petites vidéos qui sont assez explicatives et illustratives. Je vous laisse continuer. Vous avez aussi posé la question de quels sont les défis et les difficultés que pose cette approche. Voilà, aujourd'hui, bon, c'est pas l'actualité qui dément la pertinence du sujet, puisque voilà, toutes les études montrent effectivement qu'il y a une grande partie des conditions de santé qui sont déterminées par l'environnement et par les modes de vie. Voilà, et donc ça, c'est ce qui émergeait aussi. Enfin, un aménageur n'est pas forcément spontanément un acteur de la santé. Enfin, c'est pas comme ça qu'il se pense, mais effectivement, plus on avance dans les études, dans les réflexions avec les habitants, avec les élus, avec les professionnels, et plus on s'aperçoit effectivement que l'approche santé au sens large du terme, la santé préventive et la santé urbaine sont des éléments essentiels pour la santé publique. Et effectivement, il y a un intervenant qui expliquait tout à l'heure qu'effectivement, la santé ne pouvait pas se réduire au service des urgences, des hôpitaux. À Marne-la-Vallée, on a un des hôpitaux les plus modernes d'Île-de-France, qui a été inauguré il y a quelques années, mais on sait que c'est plutôt par le réseau, le maillage du réseau de santé sur l'ensemble du territoire et aussi par l'approche d'anticipation des grands problèmes de santé que sont le vieillissement, la lutte contre l'obésité, le stress urbain, on aura la plus grande capacité en fait d'agir et d'éviter, si je puis dire, de saturer en permanence les institutions de santé sur le territoire.
Et Tout à donc, fait, voilà, oui. c'est pour ça que, voilà, donc on est parti. Alors, on a résumé notre approche parce qu'il y a un moment donné, il faut que ça soit compréhensible aussi par les habitants et les élus, par cette approche du stress urbain. Euh, voilà, donc On reviendra dans la on y séquence 2 avec reviendra. Voilà. Juste avec pour vous dire qu'effectivement, une des difficultés qu'un aménageur peut avoir, c'est qu'il peut avoir effectivement l'intuition de la force de ce sujet. On a un vrai sujet, nous rencontrons au quotidien pour l'expliquer à tout le monde, c'est effectivement de logique et l'approche scientifique, on va dire, de ce sujet. C'est-à-dire, quand on parle de stress urbain dans une première réunion publique, les gens rigolent un peu en disant, de toute façon, on est tous stressés, on habite tous dans un endroit stressant. Mais nous, notre conviction, c'est qu'il y a des critères qui permettent de définir le stress urbain et si on sait se mettre d'accord sur ces critères, on sait aussi commencer à y répondre et à trouver quels sont les facteurs sur lesquels il faut agir en matière d'aménagement et d'accompagnement de l'aménagement pour réduire ce stress. Voilà, on rentrera ouais, plus dans ben, les détails, mais voilà, bien dormir, ne pas prendre plein de médicaments, faire du sport, se sentir bien quand on rentre chez soi, parcourir des espaces agréables, être à proximité d'un espace vert de qualité. Tout ça sont des éléments très forts qu'on voudrait aujourd'hui objectiver le plus possible. Et c'est pour ça que, voilà, je finirai là-dessus, on ne veut pas rester dans notre position uniquement d'aménageur, mais il faut nécessairement, dans ce genre d'approche, travailler avec énormément d'acteurs qui sont pour certains, qui se sentent parfois très éloignés des problèmes d'aménagement ou des méthodologies de l'aménagement. Je pense par exemple sur Créteil, au CHU de Créteil, mais en fait, on s'aperçoit très vite quand on discute avec tous ces gens-là qu'il y a beaucoup de passerelles possibles et beaucoup de sujets communs sur lesquels on peut travailler. avec l'épidémiologie, avec les facteurs de risque et effectivement tout un ensemble de travaux de la littérature scientifique qui permettent d'attester les effets de telle ou telle, on va dire, dimension du projet urbain sur l'état de santé et sur des pathologies bien spécifiques. Je donne la parole maintenant à Jean-Luc Porcedo de Ville et Projet, du groupe Next City, pour pouvoir revenir sur la genèse de cette prise en compte des questions de santé du groupe et au sein de l'ensemble urbain que vous représentez. Procédons, on ne vous entend pas, il faut activer votre micro, je crois. Voilà. Ouais. Ouais, merci. J'espère que vous allez m'entendre, parce que j'ai des gros moments de coupure là dans les différentes interventions, donc je vais essayer de tenir jusqu'au bout sans trop de coupure. Vous m'entendez? Parfait. Bon, bonjour tout le monde, merci de la sollicitation. J'ai écouté un peu en amont ce matin, parce que je m'étais connecté un peu plus tôt, les interventions des collectivités et des différentes personnes présentes. On va dire qu'il y a un certain nombre de choses qui se recoupent. Bien évidemment, comment on prend en compte cette thématique? La crise sanitaire actuelle, depuis quelques mois, ne fait qu'accélérer. En fait, tous ces sujets-là sont quand même, on va dire, irriguent beaucoup les acteurs de la fabrique de la ville, pour parler au sens large. Ville et projet, et pas juste aménageur. C'est historiquement l'aménageur du groupe Next City. Et en fait, on a étendu nos missions depuis à peu près 18 mois. On a gardé, bien sûr, ce métier-là d'aménageur. Le premier aménageur privé il y a une quinzaine d'années, donc on a des compétences et des savoir-faire, mais on l'a bien évidemment gardé. Mais surtout, on a étendu à différents sujets dans la fabrique de la ville. On est le pilote pour le groupe sur l'ensemble du territoire de tout ce qu'on appelle les appels à projets urbains innovants. Et à ce titre-là, je reprends la conclusion de mon prédécesseur, effectivement, à ce titre-là, on a depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, on va dire, enclenché cette fabrique de la ville avec des acteurs sur des sujets très différents, parce que la ville se fait avec tout un tas de métiers, et en particulier sur la prévention des métiers autour de la santé au sens très large, parce qu'effectivement, parfois on en est loin, mais plutôt du bien-être et de la santé. Puis à côté de ça, Ville et Projets fait aussi de l'aménagement de la zone d'activité économique. Et par exemple, dans un projet qu'on est en train de travailler, qu'on a gagné l'année dernière, on a introduit dès le projet de la zone d'activité au nord de Strasbourg, de 110 hectares, tout un aspect parcours de santé, parcours de sport, service de bien-être, on va dire dans le projet de la zone d'activité. Donc
On voit bien que ces sujets-là, c'est aussi un levier d'attractivité pour des opérateurs économiques. C'est aussi de cette manière-là qu'on appréhende ces sujets. On intervient aussi sur les entrées de ville et les cœurs de ville, dans le cadre du dispositif cœur de ville de l'État, Caisse des dépôts, mais là aussi, en termes de services, le sujet de la santé, du bien-être, du service aux soins sont des leviers des projets urbains ou d'une démarche d'ensemblier, parce que le cœur de ville, la démarche est une voilà, pour vivre les projets. La force du groupe Nexity, vous connaissez les services immobiliers, on intervient sur toute la chaîne du logement et en particulier jusqu'aux seniors. Donc on a à travers notre numéro français des résidences seniors, Égide Domitis, des compétences, un vrai savoir-faire, des vrais la problématique, des problématiques de santé et avec des résidences seniors qui sont des résidences services, donc on intègre dans les projets, on va dire, des lieux pour accueillir les acteurs médicaux, les acteurs paramédicaux, les lieux de convivialité. Donc il y a tout un tas de retours d'expérience, on va dire, dans la famille de la promotion, justement, sur comment appréhender ça en termes d'intégration d'outils, d'intégration de lieux, d'intégration de projets. Alors, on a bien sûr, comme tous nos collègues, concurrents, appréhender ces sujets sur de la population du côté santé, côté préservation de la santé, avec l'hackathon, des échanges, des études avec le corps médical, sur le paramédical, sur la montée en puissance de lieux de convivialité. Mais c'est vrai que sur ces sujets-là, le fait d'avoir une partie de nos métiers sur le troisième âge et une partie d'intervention de promoteurs, voilà, c'est un savoir-faire qui irrigue dans le groupe, les faits marquants, bien sûr qu'il y a une. Mais je crois que les faits marquants, ils existent et ils montent en puissance, tout simplement, je le disais en introduction, par rapport à la démarche de fabrique de la ville. Très large, quand nous, on gagne un Berge de Loire à Saint-Jean-de-la-Ruelle, qui est un site classé UNESCO sur la route. Travail qui est conduit en tant qu'aménageur, là, justement, sur la réappropriation de ces berges, sur les parcours santé, les parcours, tout à l'heure, le prédécesseur parlait du stress urbain, mais justement, comment on reconstitue, on va dire, une vie apaisée en milieu urbain. Quand on travaille avec un concours à Marseille avec la MGN, on gagne un peu petit, j'allais dire, mais assez gros projet quand même de 250 logements. Voilà, le prescripteur est la MGN, donc on sait dès le départ que c'est une donnée inhérente du projet, justement, sur, là encore, les modes circulatoires à l'intérieur du projet. Je reviendrai dessus dans la deuxième partie avec le projet des Jeux Olympiques, mais voilà, on travaille déjà sur ces sujets-là. Et après, pour tenir dans mon temps, on va dire comment on les appréhende, même si on a, je disais, une habitude, des filiales de Nexity qui s'appelle Paris Val de Seine, qui travaille principalement sur les Hauts-de-Seine, a été labellisé CERCAL il y a déjà plus de 2 ans et demi, justement sur le système de qualité de l'air, enfin la certification QAI, qualité de l'air intérieur, à la fois sur la qualité de l'air, mais aussi sur on va dire, les matériaux, la certification portée sur le système de régénération et de qualité d'entretien de la qualité de l'air intérieur, sur les matériaux et en particulier de peinture, qui est un vrai sujet pour la santé, voilà, et l'indement des systèmes d'entretien et des conséquences sur la santé des modes et produits utilisés par l'entretien, enfin pour l'entretien soit des espaces collectifs, soit des espaces privés. Donc, une certification sur la filiale, il y a 2020, c'était fin 2017, début 2018, justement sur ces sujets-là. Donc on a déjà un certain nombre d'habitudes d'appréhender ça. Comment on pourrait identifier l'effet marquant? Moi, je dirais, pour être rapide, si je peux utiliser cette expression, il y a un premier fait marquant macro, c'est-à-dire tout simplement la demande des prescripteurs. J'entendais tout à l'heure la domination de Melun. Les prescripteurs, ils ont souvent pour mes collègues promoteurs, mais aussi pour nous aménageurs ou porteurs de projets de restructuration urbaine, ils fixent un certain nombre d'orientations. Ils sont on va dire, les réceptacles de leurs habitants, de leurs citoyens et citoyennes, sont les réceptacles de l'ère du temps. La problématique environnementale dans la fabrique de la ville, elle est
extrêmement présente maintenant. Il y a deux, trois usages. Je pense que dans les grandes métropoles, on a intégré les usages pour passer justement à l'urgence environnementale. On était lauréat l'année dernière de la Porte de Montreuil dans le cadre du dispositif C40, vous savez, 40 métropoles internationales, avec 40 projets sur des métropoles. Donc c'est la restructuration de la jonction entre Paris et la Seine-Saint-Denis côté Montreuil, avec les halles et puces de Montreuil au milieu. Donc là, sur un projet, on a gagné un projet où on va être le premier quartier francilien construit totalement 100% décarboné. À la fois sur les matériaux. Tout à l'heure aussi, une des intervenantes parlait du chanvre. En Seine-et-Maritime sont tous à moins de 50 km du chantier. Sont tous des matériaux géosourcés, biosourcés, donc du béton de chanvre, de la brique de Sevran, de la pierre de taille de Saint-Maximin dans l'Oise. C'est une manière aussi d'appréhender la problématique de santé au sens macro, c'est le prescripteur qui l'impose. C'est vrai aussi dans les plus petites agglomérations, mais aussi dans les villes moyennes. Ces projets-là ont des fonctions un peu locomotives d'adaptation, on va dire, de grands opérateurs comme Nexity pour répondre à ces exigences environnementales et de santé publique. Donc voilà, on apprend ça. Puis après, on l'apprend ou on le généralise sans trop le dire, toujours dans les logiques matériaux. Nexity est le premier constructeur bois, labellisé BBCA. Une production de matériaux bois en tertiaire, c'est à la fois une réponse à des enjeux environnementaux, mais aussi une réponse à des enjeux de lieu de travail. Si vous avez l'occasion de construire en bois, ben voilà, il y a une autre sonorité. Important si on prend la santé au sens des prescripteurs qui nous imposent des critères sur la mobilité, sur les problématiques énergétiques de production d'autoconsommation, sur des problématiques de... C'est aussi une réponse aux enjeux macro. Comment on fait vivre dans le temps des projets qui seront capables d'être, on va dire, programmés pour à tout moment pouvoir passer logement. Voilà, c'est ce que j'appelle macro, une demande des prescripteurs et en même temps en réponse aux la demande, que je vais prendre à l'inverse, qui est plus micro. C'est d'abord la demande de nos clients, parce que au même titre que les collectivités, nos clients sont imprégnés, on va dire, de ce qui se passe dans la société et en général dans l'endroit où on habite ou sur notre planète. Donc il y a des demandes de plus en plus fortes sur la réponse environnementale, sur la réponse de santé, sur voilà, comment on appréhende ces sujets, sur la demande de matériaux. Donc on a cette contrainte micro, c'est notre client particulier qui est attentif à ça. Alors on pourrait dire, on peut dire bouteille pleine, ça veut dire que des promoteurs comme Nexity anticipent cette capacité à répondre. Puis on peut le prendre comme, on va dire, pas bouteille vide, mais plutôt critère économique, c'est-à-dire que c'est un vrai levier comment dire, de développement économique, de vente, c'est-à-dire de savoir proposer des produits qui répondent aux attentes et aux enjeux. C'est aussi voilà, qui pousse un opérateur comme Nexity à avancer au pas de charge, on va dire, sur ces sujets-là et émerger dans de la réalisation depuis quand même pas mal d'années. Je passe entre parenthèses que le groupe s'est engagé, c'est aussi une manière pour nous de montrer cette appréhension de ces sujets de santé, environnement et autres dans des critères RSE extrêmement forts. On sait tous que l'immobilier est quand même un acteur qui participe grandement à la détérioration de l'environnement. Donc voilà, on s'est engagé sur une trajectoire très très forte. Comme on est un groupe coté en bourse, on sait que ces sujets-là sont appréhendés par les investisseurs. Parce que voilà, il y a un certain nombre d'investisseurs outre-Atlantique qui ont posé ces conditions-là dans la capacité à accompagner des groupes cotés en bourse. Donc il y a bien sûr une volonté, mais il y a aussi, je disais, des injonctions macro et des obligations aujourd'hui pour tous les opérateurs, même en particulier dans l'immobilier. Comment on répond à ça dans le micro? Et encore, c'est des sujets qui ont beaucoup été, c'est-à-dire dans la période de crise sanitaire qu'on est en train de traverser. C'est d'abord des espaces intérieurs, c'est une typologie d'appartements et de logements peut-être un peu différente, c'est-à-dire avec des espaces modulaires, des espaces modulables,
des espaces de vie qui sont capables à la fois d'évoluer, mais aussi de préserver ce qui pourrait être des nouvelles demandes, c'est-à-dire des lieux isolés pour travailler, parce qu'on sait que le télétravail va forcément bouger un petit peu et faire évoluer un certain nombre de pratiques. C'est des espaces, bien sûr, en tant qu'aménageur, là pour le coup, extrêmement importants, à la fois la demande prescripteur, macro, collectivité ou micro, c'est-à-dire des espaces publics de qualité. Je reprends ce que disait mon prédécesseur sur bah oui, l'espace public qui permet des déplacements doux, on va dire, agréables, sécurisants, sécurisés, végétalisés. On sait qu'on fait un vrai virage, sans être critique sur personne, on fait un vrai virage autour d'une décennie, voire plus, où le minéral était extrêmement à la mode, voilà, où était extrêmement présent dans les opérations urbaines, sans jeter la pierre, à la fois parce que c'est aussi parfois des contraintes économiques, il faut avoir ça en tête, hein, pour les collectivités ou pour les opérateurs, pour l'entretien, le minéral était plus facile. Donc il y a aussi ces effets collatéraux à des moments de trajectoire donnée. Hein. En tête, j'en ai cité quelques opérations d'aménagement d'opérateurs publics où en fait tout était archi-minéral. Bon, mais c'était aussi la commande par rapport à des coûts économiques induits. Il ne faut jamais oublier que nos productions ont une conséquence parfois sur nos prescripteurs collectivités en termes de fonctionnement. Donc tout ça n'est pas juste la théorie. Derrière, c'est d'autres sujets. Oui, et donc de l'espace d'où l'importance du rôle des prescripteurs et de cette prise de conscience que vous évoquiez en amont et qui a pu être évoquée par la ville de Melun. Je suis désolé, je suis obligé de faire le gardien du temps et on va pouvoir revenir sur cette mise en œuvre et juste un dernier truc, parce que c'est aussi Dites-nous. important, je conclue là-dessus, sur justement notre capacité, nous, Nexity, à être sur plusieurs métiers. Je disais le micro ou la demande du prescripteur client particulier. C'est aussi ouvrir des espaces privés extérieurs. Nexity est le deuxième syndic à travers une partie de ses métiers, donc on gère énormément de copropriétés. Aujourd'hui, la demande d'espaces extérieurs privés partagés dans des copros est extrêmement forte. On travaille aussi à l'accompagnement et la transformation, c'est des petits détails, mais qui sont des leviers justement de ces évolutions, sur les changements de règlement de copropriété, justement pour partager des espaces privés dans les copros, qui on voit bien avec les confinements successifs sont montés en puissance très très fort. Voilà sur la prise de conscience. Après, je conclue juste en disant que toutes ces prises de conscience sont toujours, on va dire, liées à des sujets qu'il faut toujours avoir en tête. C'est des sujets de coût, parce que les aménageurs, les promoteurs ou les collectivités toujours sont confrontés à des sujets de coût et la contrainte d'évolution foncière, on va dire, mais aussi d'évolution parce que de coûts de construction, quand on met des matériaux différents, ça a aussi un coût. Donc c'est cet équilibre, mais qui repose aussi sur plusieurs leviers d'intervention publique quand ce sont des fonciers publics pour éviter les courses à l'échalote sur les prix de sortie, mais aussi opérateurs pour garder, parce que l'ADN de Nexity, ça reste des logements désirables et surtout abordables, parce qu'on s'adresse principalement aux primo-accédants dans une grosse partie de nos métiers de la promotion. C'est vrai que tous ces sujets-là de santé, d'équipement public, d'espace public ou de diversification et d'amélioration de nos métiers aménageurs, promoteurs, sont aussi extrêmement économiques, prix de foncier, prix de sortie, et d'aller sur des projets différents, innovants, et je crois que c'est l'ère du temps et que c'est la direction qu'il faut prendre. Ça aussi, et il ne faut surtout pas les occulter, ça a aussi des incidences sur les coûts. C'est aussi en ayant cette donnée en tête qu'on peut trouver un cheminement. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci. Oui, effectivement, ça interroge des éléments sur les coûts, mais aussi peut-être sur la priorisation et l'accompagnement d'un certain nombre de publics. Bouygues, Elsa Favreau tout à l'heure l'évoquait sur les différentiels d'espérance de vie entre les 5%, on va dire, des habitants français les plus riches et les plus pauvres. En Île-de-France, on le voit assez fortement à quelques kilomètres d'écart entre des communes du nord parisien et des arrondissements plus centre de Paris, où on voit des différentiels de pathologie, de prévalence de pathologie et d'espérance de vie assez importants, et donc qui implique effectivement dans cette conception amont et dans cette
cette maîtrise d'œuvre, d'avoir une conscience sur le bien habité et d'avoir une action spécifiquement sur ces quartiers-là et sur ces publics-là. Alors, pour conclure cette première séquence, merci Jean-Luc Porcedo. Je vais donner la parole à Anna Pérou, donc déléguée à l'innovation de Grand Paris Aménagement. Anna. Oui, bonjour. Bonjour à tous et merci de nous accueillir. Merci. Voilà, si vous avez l'occasion. Oui, je vais être très rapide. Donc, je vais revenir un peu plutôt sur nos convictions qui nous amènent à travailler sur ces questions de santé. Déjà, ce qui guide un peu tous nos projets, c'est d'agir pour une ville plus douce, saine et salubre, équitable et adaptable. Puisqu'en tant qu'aménageur, on a la question de la responsabilité un peu sociétale dans la fabrique de la ville, avec ces questions de santé qui viennent aujourd'hui percuter les enjeux d'écologie. On parle, plusieurs personnalités parlent de santé environnementale. Et effectivement, contrairement au siècle dernier où on a eu la santé qui était liée à l'urbanisme, qu'on appelait l'hygiénisme, aujourd'hui, on est plutôt sur des problématiques liées à la santé qui rejoignent les problématiques d'écologie. Et c'est d'ailleurs un peu via ce biais que nous, on a été amenés en fait, à travailler sur ces questions de santé. La manière dont on aborde aujourd'hui aussi notre rôle en termes d'aménageur sur ces questions de santé, un peu comme on l'a fait pour les questions environnementales et de développement durable il y a déjà quelques années maintenant, qui a totalement infusé nos pratiques. Donc c'est comme ça qu'on souhaite aborder et intégrer en fait ces questions de santé dans notre métier. Un peu comme le disait d'ailleurs les Pamardes. Autre point qui est assez important, c'est que la manière dont on aborde les questions de santé, c'est une question aussi d'échelle. Pour nous, ces questions de santé, on les aborde à l'ensemble des champs de notre action, que ce soit des questions d'usage, aux procédés de construction, mais aussi au caractère d'implication de tous. Que ce soit d'un point de vue générationnel, on a parlé des seniors, mais aussi des jeunes, des enfants, et d'un point de vue territorial, par rapport à ce qu'il disait aussi en introduction sur les questions de précarité de certains territoires vis-à-vis de l'offre de soins, qui percute sur une amplification des problématiques de santé. Et en tant qu'aménageur, on aménage également, donc on est aménageur sur toute l'Île-de-France. Je n'ai pas précisé en introduction pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc, on est amené à travailler sur des territoires qui sont extrêmement variés sur ce point de vue-là. Ce que ça implique pour nous dans la conception urbaine, donc on en a parlé longuement déjà, je ne vais pas revenir dessus, c'est les questions de bien-être et d'alimentation. Mais ce qui est ressorti énormément ces derniers temps avec la crise sanitaire et qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui, c'est les questions, c'est l'opposition qui est faite un peu trop rapidement à notre goût sur les questions de santé et de densité, qui ne sont pas densité qu'on ne doit pas confondre avec promiscuité. Pour nous, la densité, elle est indispensable. Aujourd'hui, les Français vont continuer à vivre en ville et au contraire à se rapprocher de l'hypercentre. On le voit, on l'a vu d'ailleurs avec la crise sanitaire qui pose aussi d'énormes questions sur les espaces publics et la manière dont on doit gérer l'espace public, avec un paradoxe entre le fait qu'on doit accéder à des services à proximité immédiate. On a beaucoup parlé de la ville du quart d'heure par ailleurs, alors que d'un autre côté, il y a la question de la distanciation sociale qui doit se faire dans l'espace public. Donc voilà, pour nous, la grosse question aujourd'hui, elle est sur ces questions de santé. On est un aménageur métropolitain et donc on croit dans la ville dense. En revanche, il faut réussir à gérer cette question de densité pour pas qu'il y ait de promiscuité. Ça, effectivement, ces éléments-là, ils sont corroborés par un certain nombre d'indicateurs sanitaires. Je pense aux éléments sur l'espérance de vie, sur la prévalence de
de pathologies chroniques qui sont aujourd'hui les principaux facteurs de mortalité en Île-de-France. Je pense notamment aux maladies cardiovasculaires ou à d'autres pathologies sur certains cancers, le diabète, etc. Quand on regarde Paris, quand on regarde des lieux extrêmement denses, s'il y a de la qualité urbaine, ça peut être des facteurs, la densité peut être un facteur protecteur de l'état de santé. Alors bien sûr, ça n'oblitère pas, on va dire, un certain nombre de sujets de santé environnementale, etc. Mais la densité peut être un vecteur d'activité physique au quotidien, de lien social, d'accès à l'emploi, qui sont des facteurs protecteurs de la santé. Donc, bien évidemment, ne pas opposer ces deux éléments-là. Je suis encore désolé, je fais le gardien du temps. On reviendra tout à l'heure sur vos ambitions pour la suite. Je vais donner la parole à Elsa Favreau sur un retour d'expérience sur un îlot santé et bien-être. Alors, pour les intervenants à venir, je suis désolé, on va devoir raccourcir un peu les temps d'intervention. Voilà, si en 3-4 minutes, vous pouvez nous donner principal pour chacun de vos projets, ou alors voilà, ou une ambition. Je pense notamment à GPA qui est en train de nourrir voilà, une conviction et une volonté d'agir sur ces sujets-là dans l'avenir. Donc Elsa, à votre tour sur l'îlot santé bien-être. Ok, merci. Alors du coup, je vais peut-être passer un peu vite. Donc j'avais fait une slide pour résumer un peu la vision qui était ressortie de notre démarche prospective, donc avec 4 piliers qu'on avait identifiés pour concevoir des cadres de vie bons pour la santé. Donc je vais aller assez vite pour garder du temps pour le projet. Peut-être juste sur ces 4 piliers, voilà, très rapidement. Donc la ville inclusive, avec le souci d'œuvrer pour l'accès de tous sans restriction aux espaces et aux services urbains en tenant compte des problématiques d'usage particulières. L'urbanisme favorable à la santé, dont on a largement parlé aujourd'hui. Donc, on s'est beaucoup appuyé sur tous les travaux de recherche qui ont pu être menés, notamment ceux de l'école des hautes études en santé publique en France, et puis avec un atterrissage opérationnel avec le guide Isadora qui sera présenté tout à l'heure, il me semble. Donc une approche qui mêle à la fois des aspects méthodologiques et puis la prise en compte d'un certain nombre de thématiques en termes de programmation et de conception. À une autre échelle, donc celle du bâtiment qui nous préoccupe forcément chez Bouygues Construction, l'idée de se dire que le bâtiment est aujourd'hui un des premiers environnements de l'homme, donc qui sollicite nos sens en permanence et sont eux-mêmes en lien étroit avec notre système neurovégétatif, donc qui régule toutes les fonctions du corps humain. Donc un impact du coup de cet environnement dans lequel on évolue. Donc on a identifié différents leviers pour concevoir des bâtiments respectueux de l'humain, donc avec certains qui sont plutôt techniques, comme l'éco-conception du bâtiment, la limitation des agents pathogènes, mais aussi d'autres leviers d'action, notamment on pense à tout ce qui touche au design actif, comment mettre le corps en mouvement à travers le bâtiment pour lutter notamment contre la sédentarité, réduire les facteurs d'obésité, refléter également le monde du vivant et favoriser les interactions sociales au sein du bâtiment. Et puis le dernier point, ça va être de permettre évidemment l'accès à des lieux et services de santé au plus proche des populations qui articulent dimensions préventives et curatives. Merci. Donc je vais faire un focus sur l'îlot santé bien-être Eureka, donc à Lyon-Confluence, pour voir comment sont ces éléments. Donc c'est un projet qui est porté par Link City, notre filiale de développement immobilier. Et donc l'îlot est situé dans le quartier Confluence, à la pointe de la presqu'île de Lyon, donc qui est un quartier en renouvellement depuis une quinzaine d'années. On peut passer à la suivante. Merci. Donc je vais mettre l'accent principalement sur les aspects méthodologiques qui sont clés dans ce projet et sur un des éléments phares du projet qui est un espace de santé hybride qui allie soins et prévention, qui est très ouvert sur le quartier et qui teste de nouvelles formes de collaboration entre acteurs. Donc il y a eu plusieurs grands jalons d'un point de vue méthodologique, donc, qui ont animé toute la démarche de façon très amont. Donc d'une part, la réalisation d'un diagnostic sanitaire, donc, qui a permis de comprendre à ce site, profil des populations déjà présentes, leurs besoins, l'offre de santé existante, donc une analyse à la fois quantitative et qualitative qui a permis de faire ressortir un certain nombre
de points particuliers, notamment une forte population de cadres liée à la présence d'entreprises du secteur tertiaire, et puis la proximité à un quartier vieillissant. Donc, 2 éléments qui seront ensuite importants dans les décisions en termes de programmation. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'ateliers collaboratifs, de réunions, d'entretiens avec une large palette d'acteurs, de leur vision de ce que pourrait être l'espace de santé hybride imaginé. Donc, que ce soit des personnes présentes sur la zone, hein, habitants, commerçants, travailleurs, professions médicales présentes sur le secteur, mais aussi des startups et des internes en médecine qu'on a fait pour avoir la vision de futurs jeunes professionnels sur le sujet. Donc tout ça a permis de faire émerger un certain nombre d'idées, idées ensuite qui ont été soumises confrontées à un comité scientifique, donc constitué de représentants de la ville et de la métropole, de représentants des différentes palettes de professions médicales, pour garantir la faisabilité des idées exprimées et aboutir à une programmation réaliste. Donc on s'est basé sur tout ça pour établir et sortir un appel d'offres opérateurs innovants qui a débouché sur cette conception, donc un bâtiment d'environ 1000 m², dont la particularité est d'avoir un tiers de l'espace, donc l'espace qui est situé en rez-de-chaussée, qui est dédié à la dimension prévention. Donc là, il y a un certain nombre d'animations, d'actions qui sont organisées, que ce soit des cafés des aidants, des actions, en action des salariés des entreprises environnement sur les questions de posture, de mode de déplacement, des dispositifs de sport santé, etc. Et dans les étages supérieurs, plutôt des cabinets de consultation. Donc, il y a eu trois opérateurs qui ont été retenus sur le projet, dont les noms sont affichés à droite sur le slide. Donc, un spécialiste, un opérateur en maison de santé, un spécialiste en médecine du travail et des radiologues spécialisés sur le vieillissement de la population, donc qui sont notamment capables de travailler sur des questions d'anticipation de la perte d'autonomie des personnes de 40 ou 50 ans. Donc voir comment ces personnes vont vieillir et anticiper ces questions-là. Donc en venant sur ce projet, ces 3 opérateurs, ils acceptaient un deal de départ qui était de concevoir un projet commun, donc pas 3 projets en parallèle, mais vraiment de voir comment médecine de ville, médecine du travail et radiologie pouvaient travailler ensemble pour coanimer ces espaces et notamment vraiment exploiter l'espace de prévention en rez-de-chaussée. Donc ça a débouché sur la création d'une société commune qui est du coup l'Alliance Santé Confluence. Donc ça, c'est pour l'aspect plutôt axé aux soins sur ce projet. À côté de ça, il y a eu un certain nombre d'actions qui relèvent plutôt de l'urbanisme favorable à la santé. Donc je ne vais pas toutes les citer, mais il y a notamment eu pas mal un accent assez fort mis sur le paysage d'offres alimentaires. Et puis également la création d'un indicateur de bien-être respiratoire, donc qui n'est pas à l'échelle de l'îlot, mais qui est à l'échelle du quartier Confluence. Donc c'est un indicateur qui a été créé par le Réseau national de surveillance aérobiologique, par notre filiale aussi Bouygues Énergie et Services et des partenaires technologiques, dont la start-up Oberon, avec la volonté de fournir en temps réel et simultanément le niveau de risque d'exposition au pollen et aux particules fines pour la journée en cours et les journées à venir pour la population et les professionnels concernés par le secteur de la santé. Voilà, donc en partant du principe que la pollution augmente la sensibilité au pollen, et donc il y avait une volonté de concilier ces deux indicateurs pour avoir une vision plus fine. Donc ça, c'est une démarche qui est en expérimentation pendant 1 an à l'échelle du quartier et qui du coup sera prolongée selon le retour d'expérience. Il y a des éléments justement sur le partenariat avec le RNSA, des éléments qui seront rendus publics. Alors là-dessus, moi j'ai pas, je ne suis pas directement dans le
projet, je n'ai pas forcément la réponse tout de suite, mais en tout cas, je pourrais vérifier ce point et puis apporter l'information à la suite de cette conférence. Super. Je vous remercie en tout cas pour cet exposé de projet très concret. Et effectivement, on le voit en Île-de-France depuis 2010, on a un développement exponentiel de ce qu'on appelle les maisons de santé pluriprofessionnelles. Là, on a un exemple peut-être inédit et hyper intégré de ce lien entre curatif et prévention, avec des choses très ambitieuses. Donc, on espère que ça pourra se développer et s'aimer en Île-de-France. Merci Elsa Favreau. Je vous propose de donner la parole à Philippe Hermé sur le fameux quartier Zéro Stress à Ormesson, dans le Val-de-Marne. Philippe, c'est à vous. Je vais essayer de faire très vite. Peut-être insister sur 4 points de méthodologie que je trouve intéressants dans ce projet. Peut-être avec une image générale, on va comprendre un peu le sujet. Voilà. Le contexte spécifique à Ormesson, c'est une commune qui n'a pas construit depuis une quarantaine d'années, très peu de nouvelles constructions, une ville très en retard en matière de construction de logements sociaux. Et puis une caractéristique qu'on ne voit pas forcément très bien sur cette photo, mais en fait, cette emprise vide, c'est aujourd'hui, effectivement, on a l'impression que c'est une zone agricole, mais c'est surtout l'emprise d'une autoroute qui n'a jamais été réalisée et qui a été abandonnée au schéma directeur de la région Île-de-France. Et donc, on avait un sujet, c'est comment construire un nouveau quartier intégrant une part importante de mixité dans des secteurs à grande dominante pavillonnaire, plus de densité, des services, intégrant par exemple un groupe scolaire et des services, dans un contexte où on n'a pas construit pendant 40 ans et où tout le monde estime qu'il n'y a aucune raison de venir construire à cet endroit-là. Et donc, la problématique de la santé, l'intégration de cette question de la santé, qu'on a effectivement appelée plus généralement la question du stress urbain, c'est à la fois une demande des habitants, une remontée de la concertation qui a été menée, et c'est aussi un moyen, on va le dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais une façon aussi de créer une acceptabilité de la construction dans un secteur non construit, et de se dire, et c'était très fortement porté par les élus, de se dire qu'effectivement les nouveaux quartiers qu'on peut construire dans le Val-de-Marne, et particulièrement dans ce secteur-là, ils doivent apporter quelque chose en matière de santé, de bien-être et d'environnement aux habitants, pour l'attractivité du territoire lui-même et pour l'acceptabilité par les riverains de la construction. Voilà. Donc, je faisais juste cette petite parenthèse, mais voilà, on a un constat, il y a quand même 20 000 ménages qui quittent chaque année l'Île-de-France, et je pense que si on fait les enquêtes de population, pourquoi les gens partent, c'est pas sans doute pour d'emploi ou des raisons purement économiques, c'est aussi beaucoup pour des raisons, et on voit toujours, de bien-être et de qualité d'environnement. C'est la recherche majeure des gens aujourd'hui, elle est autour de ces sujets-là. Voilà. Et donc 4 points peut-être saillants sur cette opération. Le premier, c'est ce qu'on a appelé le BIM citoyen, c'est l'importance de la concertation. Donc, on a appelé ça BIM citoyen parce que, vous savez, on est très porté à Epamarne sur la question de la concertation numérique. Et donc, sur cette opération, on a mené une opération assez expérimentale de concertation citoyenne par les biais du numérique, mais aussi physique. Mais dans le numérique, ce qui nous a intéressé, c'est l'utilisation du BIM, c'est-à-dire de la maquette 3D d'un quartier mis en concertation avec les habitants, avec la capacité pour les habitants d'intervenir justement sur ces sujets d'environnement, c'est-à-dire choisir l'environnement des rues, le mode de circulation dans le quartier, choisir les hauteurs des bâtiments et les niveaux de densité et l'ambiance générale du quartier. Et ce qui est ressorti de ce travail et de cette concertation, c'est une forte préoccupation au sujet du bien-être, de la qualité des espaces publics et la qualité aussi des logements et la qualité des espaces privés dans les îlots. Donc ce sujet est monté très fortement. Et le principe de cette concertation,
l'intérêt du numérique, c'est qu'on a créé en quelque sorte une communauté de gens concertés qui sont connectés et qui vont continuer au travers du développement du projet à pouvoir continuer à recevoir des informations et à interagir par le biais d'une plateforme numérique sur des phases suivantes de concertation et de dialogue. Donc, ça, c'est le premier point. Donc voilà, très concrètement, cette opération, elle débute, hein, c'est-à-dire qu'on est actuellement en phase de consultation des promoteurs et on va livrer un îlot qu'on avait déjà lancé avant la création de la ZAC sur les bords de l'opération. Donc on est aujourd'hui en phase opérationnelle. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point de méthodologie qui nous est apparu important, c'est le fait de s'être adjoint d'une AMO santé dans cette opération, de façon à donner à la fois des préconisations sur les lots privés qu'on va lancer et une méthode d'évaluation de la qualité des espaces publics au regard du critère de santé. Donc, effectivement, on a abouti à créer un cahier des charges et un cahier de prescription à la fois sur urbain, paysager, environnemental, et on lui a rajouté le pour indiquer qu'effectivement la santé était aussi un des éléments prescriptifs dans cette opération qui va s'imposer à la fois à nous-mêmes, aménageurs, et aux preneurs de l'eau privés, également qui va être aussi intégré dans la conception du groupe scolaire ou d'équipements publics qui pourraient être réalisés à proximité. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est d'expliquer un petit peu rapidement comment on a intégré ces préconisations dans nos consultations. Donc aujourd'hui, en fait, dans les cahiers des charges de consultation et dans ce qu'on appelle la fiche de l'eau, il y a cette dimension santé. On demande aux promoteurs ou aux bailleurs sociaux, parce que c'est un quartier très mixte en la matière, de faire des propositions qu'on laisse relativement libres aujourd'hui sur un certain nombre de thématiques liées à la santé, la qualité de l'air intérieur, la qualité de luminosité des logements, la qualité des espaces extérieurs. Là, il y avait l'intervention de Nexity. Cité effectivement, je pense qu'on ne peut plus concevoir les espaces extérieurs des copropriétés simplement comme un décor, comme on a pu le faire dans les années précédentes, mais comme un espace à vivre collectif qui apporte du bien-être aux habitants. Et on le sent bien dans ces périodes effectivement de confinement que l'espace qu'on a immédiatement autour de chez soi, il est essentiel pour sa santé, et pas simplement sa santé mentale, mais aussi. Voilà, et donc on va faire émerger chez les promoteurs et chez les bailleurs des propositions que l'on considère comme partie intégrante de la contractualisation qu'on aura avec eux. Et le quatrième point de méthodologie, cette fois, c'est avec le soutien donc de l'intercommunalité, de la commune et puis de la communauté universitaire, c'est de lancer un hackathon santé qu'on espère lancer là d'ici le début d'année prochaine, à condition que les conditions sanitaires nous le permettent. Pourquoi? Parce que ce qu'on trouve important, c'est effectivement de mettre le sujet de façon centrale dans le projet d'aménagement, mais surtout aussi de mobiliser l'écosystème local qui travaille sur ces questions de santé. Parce qu'effectivement, ça ne sert à rien de dire aux promoteurs, bah, faites-moi des propositions, comment on intègre effectivement la santé sur des questions de domotique ou sur des questions de méthodologie, si en même temps on ne cherche pas à mobiliser tous les acteurs locaux qui travaillent sur ces sujets ou qui ont des propositions à faire. Notre idée étant effectivement de provoquer un mariage entre des communautés qui travaillent sur le même sujet un peu sans le savoir, quoi. Voilà, aujourd'hui, et donc c'est intéressant, la méthodologie. Dans ce hackathon vont participer à la fois l'université, des startups,
et le monde hospitalier, particulièrement le pôle de Créteil, pour qu'on puisse effectivement faire cristalliser sur des opérations concrètes des idées qui peuvent émerger de méthodes ou d'innovations sur le territoire. Voilà. J'ai essayé d'être bref. Merci beaucoup Philippe, c'est effectivement un aspect central. On l'a vu nous au départ quand on a essayé de promouvoir les démarches d'évaluation d'impact en santé et de lancer un peu des prescripteurs sur des démarches d'urbanisme favorable à la santé. Il y avait la question de quels bureaux d'études peuvent les accompagner, quels bureaux d'études avec une expertise. Et effectivement aujourd'hui, ça devient fondamental de pouvoir alimenter toute cette chaîne des acteurs de l'aménagement et que les maîtrises d'œuvre opérationnelles soient capables de proposer des choses, mais il faut qu'effectivement il y ait des expertises thématiques, il y ait un écosystème d'acteurs qui puissent les aider à y répondre. Et donc ça, c'est un élément fondamental. Je vais donner la parole à Jean-Luc Porcedo pour revenir sur le projet du village olympique. Voilà, pareil, très rapidement, en 3-4 minutes, si vous pouvez nous donner un peu les idées saillantes. Alors, il faudrait beaucoup plus de temps. Donc, je me suis mis sur mon téléphone parce qu'on m'a dit que peut-être c'était mieux en termes d'audition. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est parfait, c'est beaucoup mieux. Bon. Parfait. Voilà. Village olympique, oui, il faudrait beaucoup plus de temps parce que ce projet a plein de particularités, bien évidemment. Vous savez que l'ambition, c'est l'excellence française portée par Solideo et donc tous les acteurs. Donc, on a été lauréat avec Eiffage Immobilier, CTC Habitat, EDF et Groupama de ce magnifique projet qui sera construit par Eiffage Construction, mais qui a beaucoup de choses extrêmement intéressantes sur la réversibilité, sur la temporalité du projet, puisqu'on a été lauréat en novembre dernier, on a déposé les permis en juin, on signe l'acquisition des fonciers dans 3 semaines. Voilà, on est dans une temporalité de projet urbain qui est à la fois rarement vue en termes d'exécution, et en même temps c'est ce qui fait on va dire son intérêt, sa force, et justement pas, je prenais volontairement l'exemple, j'en avais d'autres, mais de ce projet-là, parce qu'on est vraiment en réalisation, on est vraiment dans une temporalité très raccourcie, parce qu'il faut livrer pour les JO, on n'a pas le choix, c'est au 1er février 2024, qui a un aspect réversibilité, mais qu'au nom de l'ambition française environnementale et autres, il y a quelques sujets que l'on ne voit pas forcément tout le temps sur un dossier JO comme celui-là, le village des athlètes, mais qui rentre bien dans notre thématique de ce matin. Et en particulier, une des ambitions, et c'est la slide que vous avez à l'écran là, en ce moment, c'est l'ambition sur l'accessibilité universelle. C'est-à-dire qu'on va dans ce dossier-là très au-delà des normes habituelles. Je disais un label Nexity sur la qualité de l'air, j'en parlerai juste après. On dépasse on va dire ce label-là. On va sur l'accessibilité, bien évidemment, pour les personnes souffrant de handicap moteur, mais aussi cognitif, mais aussi éphémère. C'est-à-dire on anticipe les questions de vieillissement de la population, mais aussi on va dire tourné vers l'accessibilité des enfants. Donc on est vraiment sur une démarche très très globale qui va se retrouver à travers les matériaux, les espaces partagés, les halls, qui va se retrouver, je dis, à travers les matériaux sur le sol, sur les peintures. Voilà, il y a tout un tas d'ambitions sur l'accessibilité universelle. C'est un vrai, comment dire, critère pour Paris 2024, et donc relayé derrière par Solideo. Donc c'est là où ce projet sur ces sujets-là était aussi extrêmement intéressant et extrêmement intéressant. D'abord parce qu'on est en train de le faire et qui sera fait de toute façon, mais aussi parce que voilà, ils ont posé une ambition justement sur ces sujets qui dépassent les ambitions qu'on peut avoir sur nos projets urbains habituels. L'enjeu sur ce sujet-là, qui est hors norme en termes de coût, qui est hors norme en termes de temps, qui est hors norme en termes d'ambition, c'est aussi pour un groupe comme Nexity, c'est je disais toute ma précédente intervention, c'est comment on irrigue un certain nombre de sujets, comment on va garder un certain nombre de choses inspirées de ce projet pour les reproduire ou en totalité ou partiellement dans la production que je vais dire industrielle, c'est-à-dire dans la production de masse. Voilà. Cette accessibilité universelle, c'est la slide d'après. Je veux juste insister justement sur, on va dire, les questions sonores. On a travaillé avec une écologue sonore qui s'appelle Nathalie
Pardon, je coupe. Forcément quelqu'un qui m'appelle. Avec Nadine Schutz. Donc, le principe de cette approche-là, c'est d'organiser l'ensemble du village, enfin de notre partie, puisque vous savez que le village olympique, c'est plusieurs lots, et dont on n'a eu que le lot E, mais c'est quand même 58 000 m², d'organiser dans l'urbanisme de cette partie-là du village, on va dire, tout un tas de parcours de sons qui vont demain être quel terme je peux utiliser, mais des espèces de bornes sonores pour justement l'accessibilité, soit des enfants, soit des personnes âgées, soit des malvoyants. Voilà, c'est toute une expérimentation appliquée, parce que là, ça sera fait dans 2 ans, justement, qui va permettre à travailler sur l'accessibilité. Je vais parler des matériaux, mais là, autour sonores répartis sur l'ensemble du quartier, à la fois sur l'espace public et sur les espaces privés partagés. C'est un élément pour nous, dans notre taille d'opérateur, d'aménageur, c'est une vraie première expérience voilà, d'intégrer cette problématique-là sonore dans le projet urbain. Voilà, c'est à la fois extrêmement intéressant, enrichissant. Tout à l'heure, on disait de partager des compétences et des métiers très différents dans la fabrique de la ville. Là, on est vraiment dans la recherche appliquée à 100%. On n'avait jamais fait ça. Donc voilà, on a une confrontation de compétences et de métiers qui sont vraiment très, très intéressants. Et dernière autre élément sur la qualité de l'air intérieur. Voilà, la qualité de l'intérieur. Donc je disais, nous, on a gagné ce concours avec une société de projet qui est Nexity, FAJIMO et CDCH, et puis avec 2 partenaires privilégiés, EDF et Groupe. Puis un constructeur, FH Construction. Et l'apport d'EDF, là encore, au nom de l'ambition on va dire, du village olympique, de l'excellence française que la puissance publique veut montrer à ce moment-là, tout en restant malgré tout pas frugal, parce que ces innovations coûtent de l'argent. Les JO seront frugaux sur les équipements JO. Le village olympique après deviendra un quartier de vie, avec du logement social, de l'accession privée, de la résidence et des bureaux. Donc là, on est dans un bout de démarche assez classique d'opérateur-promoteur. Mais sur l'aspect, on va dire, qualité de l'air, voilà, on travaillait avec notre partenariat EDF et Dalkia Smart Building, là encore, pour mettre en place quelque chose qui est pour l'instant totalement inexistant en France, c'est-à-dire c'est la qualité de l'air intérieur qui va nous permettre, on va dire, à la fois d'identifier, de connaître en temps réel, on va dire, la qualité de l'air extérieur, avec tout un système de capteurs, de tenir compte de l'évolution en temps réel tout au long de la journée, et d'enclencher un certain nombre de dispositifs de renouvellement ou de dépollution intérieure. Bon, là, on a bien sûr l'application de l'intelligence artificielle, mais sur quoi je veux insister, parce qu'on est vraiment dans une étape encore, on va dire, nouvelle, mais qui est complètement d'actualité par rapport à ce que nous traversons en ce moment, c'est à la fois la qualité de l'air pour permettre, on va dire, la dépollution active voilà, des éléments de pollution, mais aussi et surtout de permettre d'éradiquer ou d'amoindrir les problèmes de bactéries et de virus. Donc on est là, au-delà de la qualité, on est déjà sur, on va dire, un traitement de l'air presque, j'allais dire, presque pré-médical, paramédical. Donc la slide que vous avez à l'écran là, c'est, on va dire, le schéma du dispositif mis en place par Dalkia Smart Building, justement sur capteurs extérieurs, outils en temps réel de mise en œuvre de modifications, de traitements sur les espaces privés partagés et sur l'intérieur des appartements. Voilà, on est là, encore une fois, sur une application, entre guillemets, de démarches totalement nouvelles qui sont encore plus ambitieuses que ce que l'on peut faire parfois les uns et les autres. La qualité de l'air en zone dense est un sujet particulièrement prégnant, on va dire. Voilà, là, on va passer, on va dire, une marche supplémentaire sur la manière de traiter la qualité de l'air, mais aussi d'appréhender les questions de virus et de bactéries. Voilà, c'est pour l'instant quelque chose qui est, vraiment, on est sur une mise en œuvre d'expérience et d'expérimentation de DF Dalkia. Voilà, si je veux être très bref là-dessus. Merci. Effectivement, très important, sujet crucial quand on voit qu'effectivement, comme vous le rappeliez, 85% du temps est passé dans les espaces
l'espace intérieur, qu'aujourd'hui de l'air intérieur est encore plus dégradé que la qualité de l'air extérieur, notamment sur des territoires urbains denses. Donc le cas de Saint-Ouen était éloquent. Pour conclure un peu sur cette dimension métropolitaine et sur les ambitions pour l'avenir, je laisse la parole à Anna Pérou de Grand Paris Aménagement. Nous, on voulait vous présenter, faire très rapidement un point sur 2 projets sur lesquels on avance particulièrement sur les questions de santé, notamment à Créteil, l'Échat, sur les questions de qualité de l'air et également via l'usage du CIM, qui se rapproche de la démarche de BIM de l'EPAMARN. Donc, on a une problématique sur ce projet. Une démarche collaborative, le CIM Non, alors, c'est collaborative avec les partenaires du projet. Donc là, on est vraiment sur l'utilisation du modèle numérique du projet en conception et en exploitation sur toutes ces dimensions. Et notamment, on accentue ce point sur les questions de qualité de l'air et sur voilà, parce qu'on a le contexte fait qu'on est le long de la 86 et du départemental qui est extrêmement fréquenté. Et donc, on a une vraie problématique, un vrai sujet sur ces questions de qualité de l'air. Et donc, on va utiliser notre maquette de CIM pour y intégrer les mesures de qualité de l'air, etc. Donc, ça, c'est en work in progress, comme on dit. On a un deuxième projet sur lequel on travaille notamment avec Nexity, d'ailleurs, qui est l'opérateur immobilier de ce projet, là, plutôt à l'échelle du bâtiment, de Village Vertical, qui est un projet lauréat de notre appel à manifestation d'intérêt du permis d'innover, qui permet en OIN de déroger à certaines règles. Et en l'occurrence, ce projet, qui était lauréat en 2018 et qui est en cours de définition, propose un concept de village vertical avec d'une part une conception bioclimatique, mais d'autre part aussi des espaces à l'intérieur du logement collectif et des logements qui répondent à beaucoup de questions, notamment sur des questions de santé au sein du logement, des pièces en plus, des espaces communs, etc. Un espace extérieur pour chaque logement. Donc c'était la slide d'après, mais voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez nous recontacter pour avoir plus d'informations sur ce projet qui est conçu par Hub Architect, qui est une jeune agence très talentueuse. Et puis enfin, pour terminer, les démarches à suivre. On est en train de discuter justement donc, avec l'ARS, l'ADEME et aidé par Ecopolis pour nous accompagner sur le fait d'infuser toutes ces questions de santé au sein de l'ensemble de nos process et outils avec plusieurs objectifs. Donc, acculturer nos collaborateurs aux questions de santé. Donc, infuser nos outils et process internes nous permettre de lancer aussi les premières études du FS. Voilà, aujourd'hui, on a des actions qui sont assez ponctuelles, mais on n'a pas encore lancé d'études globales de l'IS. Et puis, réfléchir également ensemble aux modalités de mise en œuvre d'une meilleure offre de soins au sein de nos opérations, particulièrement sur des territoires qui seraient déficitaires en services et médico-sociaux et en offre de soins. Voilà. Ça, effectivement, ça c'est à venir. Ouais. C'est un partenariat donc, sur lequel on va travailler sur la fin de l'année et début de 2021. Et on est vraiment dans le prolongement de ce qui a pu être initié avec des grands aménageurs comme EPAMARN, où voilà, il y a eu un déploiement progressif de l'UFS notamment, d'autres territoires qui se sont appuyés sur la démarche IS. Voilà, ça nous permet de faire l'intention sur ces outils avec la démarche Isadora. Je vais laisser la parole à Julia. Je vous remercie à tous les quatre pour ces riches enseignements sur la genèse et sur vos projets très concrets. On aura l'occasion de valoriser un peu plus dans le détail certains projets dans la version du PowerPoint augmenté. Voilà. Ce webinaire. Julia, à toi le relais. Merci encore. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à tous les intervenants qui sont venus nous parler de leurs projets. C'était vraiment très complémentaire.